donner le sentiment qu'effectivement les Africains peut-être dormaient, qu'ils ne faisaient rien. Est-ce que les manifestations dans la rue, de votre point de vue, sont vraiment un signe de réveil? Et pourquoi et comment? Réveil contre qui? Est-ce que les Africains dormaient? Si nous posons la question comme cela, elle peut, sous un certain angle, donner le sentiment qu'effectivement les Africains peut-être dormaient, qu'ils ne faisaient rien. Non. Nestor Poudassé a prononcé une phrase, oui, au milieu de tout ce qu'il a dit, qui était, Issa Diawara aussi d'ailleurs, qui était des phrases extrêmement intéressantes, quelque chose qui a été soigneusement préparé. On peut avoir l'impression que c'était préparé parce que les gens se sont assis, ont discuté. Ça, c'est arrivé tout récemment. Mais ça a toujours été préparé. Je vous dis quelque chose. Lorsque vous prenez les débats de tous les jeunes Africains, qui aujourd'hui ont 30 ans, 40 ans, et de tous les Africains qui ont 30, 40, 50 ans aujourd'hui, je n'ose pas parler des plus âgés, parce que les plus âgés ont toujours baigné dans ce débat-là, dans cette interrogation de mais qu'est-ce que le continent va devenir? Qu'allons-nous faire? Et un certain nombre d'actes qui ont fait l'histoire aujourd'hui, ils les ont posés. Mais quand vous prenez les plus jeunes, ceux qui ont la quarantaine, la trentaine, il ne faut pas avoir l'impression qu'ils étaient dans une espèce de sommeil dogmatique et qu'ils se seraient réveillés un beau matin parce qu'il y a eu un choc quelconque. Il se trouve que de façon naturelle, tout être humain, ce qui est naturel à un être humain, c'est la liberté. Et dès que vous privez un être humain de sa liberté, même d'une manière douce, subtile, il le ressent. Et les Africains, même la violence quotidienne dans nos villes est une expression de ce ras-le-bol. Quelquefois, tout le monde n'a pas la capacité d'identifier clairement le problème, de le pointer du doigt et de pouvoir s'y attaquer et le résoudre. C'est trois niveaux différents. Identifier le problème, on identifie le problème, on s'attaque au problème, on cherche à le résoudre et donc on définit d'abord un certain nombre de stratégies. Tout le monde n'est pas capable de faire tout ça en même temps. Mais il arrive un moment où lorsque vous atteignez la masse critique de gens qui ont la capacité de structurer des solutions aux problèmes, eh bien, naturellement, vous assistez à ce qui se passe là. Il y a aujourd'hui, et c'est ça qu'on appelle la reprise de l'initiative historique. Parce que l'initiative historique, c'est poser des actes. Et c'est ça qui construit l'histoire. Le système, le professeur Mbelek a commencé de vous donner la différence entre le monde anglo-saxon, disons la colonisation anglaise et la colonisation française en Afrique. Beaucoup de gens ont tendance à dire « Ouais, mais les derniers pays, les pays les moins développés d'Afrique, c'est les pays francophones, là où on parle le français. Vraiment, les pays qui ont le moins de hauts fonctionnaires dans le système des Nations Unies, ce sont ces pays-là. Mais il faut faire quelque chose. » Non, pas du tout. Ce n'est pas dans l'ONU que se trouve notre solution, mais l'ONU, c'est à cause de l'ONU qu'on a des problèmes dans le nord-ouest et le sud-est au Cameroun. Parce que c'est à cause de l'ONU que nous avons eu une mauvaise indépendance. Mais voilà. Et il aurait suffi que ces gens-là écoutassent Ruben Oumyobé, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est à cause de l'ONU qu'on a des problèmes au Congo. C'est à cause de l'ONU qu'on a des problèmes au Rwanda et au Burundi. C'est à cause de l'ONU qu'il y a des problèmes en Tanzanie, au Togo. C'est à cause de l'ONU que on a le dernier pays colonisé en Afrique, la République sahraoui. C'est à cause de l'ONU. C'est à cause de l'ONU qu'aucun scientifique africain n'a jamais accédé à une momie égyptienne. Mais docteur, Sahraoui, ça nous arrange, ça embête le Maroc. Maroc, c'est l'OTAN, ça nous arrange. Oui, mais il faut rappeler, moi je suis sur les faits. Après, les gens peuvent... Non, mais Sahraoui, ça nous arrange. Tant que le Maroc est embêté... Docteur, allez-y, continuez. Non, c'est pas que le Maroc soit embêté, c'est qu'il est inacceptable pour nous, les Africains, de constater qu'il y a encore un peuple qui est colonisé aujourd'hui. Tout à fait. Et qui a deux villes occupées par l'Espagne, Ceuta et Melilla. Ceuta et Melilla, qui sont... Parce qu'en fait, vous avez l'Europe et le Maroc qui s'entendent pour dominer ce peuple-là. Les uns ont pris deux villes, les autres... Toute la puissance de l'industrie des phosphates du Maroc, ça vient de là. Donc, il se trouve que nous, en Afrique aujourd'hui,
Je pense que les Français ont tendance à se plaindre du ressentiment anti-français en Afrique et ils se disent que quand les Africains se lèvent, par exemple, pour manifester, c'est qu'ils sont dans une dynamique de ressentiment anti-français. Les Africains ne sont pas contre quelqu'un. Si les gens jouent les victimes et font de la victimisation et de la manipulation, c'est leur problème. Les Africains ne sont contre personne. Les Africains ne détestent personne. Nos valeurs, ce n'est pas ça. Les Africains sont pour quelque chose. Et cette chose s'appelle la liberté. Maintenant, si les gens ne comprennent plus le sens de ce qu'on appelle la liberté, peut-être ils peuvent venir nous demander, on leur dira ce que c'est. Si eux, ils ont oublié ce qu'on appelle la liberté. Mais nous, nous savons encore très bien ce qu'on appelle la liberté. Les Français sont les colonisateurs les plus brutaux qui puissent exister. Parce que leur système est assimilationniste. Ils veulent faire de vous un Français. Sauf qu'ils sont très bien conscients, puisque c'est eux les théoriciens du racisme, et les Gobineau, etc. Ils sont très parfaitement conscients que parler correctement français comme Senghor, qui apprend le français aux petits Français de France, ne change pas la couleur de votre peau. Pas du tout. Ne change pas vos origines, ne change pas votre parcours historique. Ça ne fait pas de vous subitement un descendant de Vercingétorix. Ça ne change pas du tout. Vous restez un descendant, dans mon cas, de Ramsès II ou de Taharqa. Aussi simple que ça. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est ce que vous êtes. Donc, ils vont vous assimiler, mais en fait, c'est une stratégie de domination éternelle. Voilà l'une des raisons pour lesquelles nous parlons français sur ce plateau. Vous n'êtes pas français, je ne suis pas français, il n'est pas français, il n'est pas français. Personne n'est français ici. Mais on parle strictement en français. Or, les Anglais ont compris, ils ont mis en place un système en se disant, on va créer des petits potentats, on va créer ou laisser des petits potentats locaux. Et en créant, en laissant de petits potentats locaux, en fait, nous, comment on appelle ça? Nous allons créer des sortes de filiales. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne faites pas le gros travail, vous l'externalisez. Nous allons externaliser la domination et comme ça, ils vont se bouffer tout seuls. Voilà pourquoi, en fait, les gens ont ce sentiment que, comme les autres sont intégrés dans leur système occidental capitaliste, et donc cette intégration dans le capitalisme leur donne l'impression d'être des lumières. Vous n'en êtes pas, vous exploitez simplement de manière aussi dure. Vos populations sont toujours aussi pauvres, mais en fait, l'impression que l'on a, c'est que vous brillez un peu. Vous ne brillez pas, il y a autant de ghettos et de marécages dans les villes du Ghana et du Nigeria que dans celles du Cameroun ou du Tchad. Il n'y a aucune différence. C'est les mêmes Africains, la même pauvreté. Le seul truc, c'est que dans un cas, vous avez beaucoup de gens qui sont intégrés dans le système capitaliste occidental. Dans l'autre, vous n'en avez pas assez. Et donc, ces éléments de répression, à un moment donné, lorsqu'un peuple reprend son initiative historique, ce peuple-là rejette forcément, et ça reste encore très mesuré, très modéré en Afrique, et les gens se réveillent un beau matin, la fin du monde connu. Nous, on a eu la fin du monde connu quand ils ont commencé l'esclavage et la colonisation ici. Eux, ils ont la fin du monde connu, qui est le monde de la domination du monde, et ils ne comprennent pas du tout ce qui leur arrive. Mais ce qui leur arrive, je vais vous l'expliquer, monsieur. Ce qui leur arrive, c'est que les Africains sont conscients de 2 ou 3 choses. La première, l'Europe n'a pu nous coloniser que parce qu'elle avait 450 millions d'habitants vers le milieu du 19e siècle. Et ils nous avaient tellement martyrisés, nous avons perdu plus de 200 millions de personnes et la reproduction a été arrêtée et nous étions à presque 100 millions d'habitants en Afrique. Quand quelqu'un a 4 fois plus d'habitants que vous, vous ne pouvez pas résister, il va vous coloniser, vous n'avez pas de force. La deuxième chose, les Africains se rendent compte qu'en 2021, ils ont exporté 33% des matières premières que la planète tout entière a exportées. Monsieur, à $1 le kilo de matières premières, nous aura encaissé 33 000 milliards de dollars, 2 fois le PIB de l'Union européenne. Vous avez l'impression que les gens sont bêtes et qu'ils ne savent pas tout ça. Et donc les gens se disent, mais si nous avons la capacité d'avoir 2 fois le PIB de l'Union européenne, n'en plaise à Tidjane Thiam, qui a dirigé une grande banque en Europe, qui est raconté partout avec Zingzou que l'Afrique est pauvre, l'Afrique est machin. Nous, je parle de faits. Je ne suis pas en train de dire que l'Afrique est potentiellement pour avoir beaucoup de minerais. Je suis en train de dire ce que l'Afrique a exporté réellement. Donc, nous sommes en réalité le continent le plus riche. Nous sommes beaucoup plus riches que la plupart de ces pays. Nous aurions pu être 1,5 fois aussi riches que les États-Unis ou la Chine, 2 fois plus riches que l'Union européenne. Comment on fait pour nous appeler continent pauvre? C'est ça que la jeunesse d'aujourd'hui comprend. Et dit, ah non, vous allez arrêter ça.
Parce que là, nous, il faut que nous profitions de ce qui sort de chez nous. Parce que ces gens-là se sont quand même levés pour dire que notre PIB de tout le continent, c'est 6 700 milliards. C'est-à-dire à peine un cinquième de ce qui était seulement, pas encore notre PIB, mais seulement les revenus d'exportation. Troisième chose dont les gens se rendent compte. Afrique Média, ça n'existait pas il y a 20 ans. La seule radio qui réunissait les Africains, que ce soit ceux du monde où on parle le français ou l'anglais, ils l'ont tué. Africa numéro 1. Aujourd'hui, regardez bien tout le continent, nous n'avons aucune radio continentale. C'est une urgence, parce qu'on peut écouter la radio au fin fond de tous les villages. Il faut que les Africains donc développent aujourd'hui une autre chose, c'est qu'ils apprennent à parler entre eux. Depuis que nous sommes sur ce plateau, vous constatez que nous parlons entre nous. Nous ne parlons pas à quelqu'un, nous parlons entre nous. Et ça, la première chose que ces gens-là ne veulent pas, c'est que nous parlions entre nous. Voilà pourquoi quand vous allez à l'UEMOA, pour aller d'un pays à un autre, c'est un problème. Lorsque les Maliens et les Burkinabés commencent à parler, c'est un problème pour eux. Parce que ce qui s'est passé au Mali peut se passer au Burkina. Lorsque les Camerounais et les Tchadiens, les Camerounais et les Gabonais commencent à se parler, c'est un problème pour eux. Parce que s'ils le font, c'est dangereux. Mais sauf que là, l'Afrique centrale va devenir la CEAC, on va dissoudre la CEMAC. Et que dans la CEDEAO, il est fort possible que d'ici 10 ans, si nous nous mettons au travail, nous allons avoir 2 États sous-régionaux extrêmement puissants, parce que les deux là représentent 55% des matières premières exportées dans toute l'Afrique. Vous comprenez ça? Tout à fait. Ça veut dire que ces deux-là seulement, leurs revenus d'exportation équivalent au PIB des États-Unis. Voilà la puissance de l'Afrique. Pas la puissance rêvée, imaginée. Pas la puissance manipulée dans les discours, mais la puissance réelle. Réelle. Donc, en fait, ce à quoi nous faisons face aujourd'hui est tel que nous disons à Vladimir Poutine les appelle nos partenaires. Nous disons à nos partenaires de l'OTAN, nous n'avons aucun ressentiment contre vous, de l'Occident et de l'OTAN, de l'OCDE, de l'OSCE. Nous n'avons aucun ressentiment contre vous. Ça ne nous intéresse pas. Nous avons mieux à faire. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une dynamique de libération de notre continent et de notre peuple. Nous sommes dans une dynamique de construction et de développement de notre continent et de notre peuple. Et donc, ce qui se passe là, au Burkina, c'est que lorsqu'un ambassadeur sort des canons de la diplomatie, on lui rappelle qu'il n'a pas le mérite d'être l'ambassadeur d'un pays chez nous, en Afrique. Si vous voulez être ambassadeur chez nous, vous devez nous respecter, respecter notre mode de vie, savoir que nous avons des cultes, des coutumes. Les ambassadeurs français sont les seuls dans nos pays à croiser les pieds devant nos chefs d'État. Ça ne se fait dans aucun jugement. Est-ce que ça se fait dans votre village? Pour Saint-Bélec, je me trompe. Batengene, je me trompe, jeune frère. Tu as tout à fait raison. Je ne peux pas croiser les pieds devant le professeur Mbelek, il est mon aîné. Vous ne pouvez pas croiser les pieds devant le PDG d'Afrique Média, il est votre patron. Ça ne se fait pas en Afrique. On n'a même pas raison devant eux. Ça ne se fait pas en Afrique. Donc les gens viennent ici, ne se rendent pas compte qu'ils choquent la conscience africaine tout le temps. Les jeunes Africains du Burkina sont en train de demander leur liberté, sont en train de demander à leurs autorités de se battre pour qu'il y ait davantage de sécurité et de bien-être. Un ambassadeur sort de sa taudière, de son taudis, et il vient raconter que ces gens-là veulent renverser les institutions. Ça le concerne en quoi? Il est burkinabé. Il est burkinabé. Merci beaucoup. Merci Je conclus, pardon. Il n'est pas burkinabé. Et nous avons là un sérieux problème avec nos partenaires occidentaux de manière générale. Ce que nous savons, c'est que de manière inéluctable, qu'on le veuille ou pas, les Africains vont se libérer. Mais c'est ceux qui auront l'intelligence d'aller dans le sens de cette dynamique-là qui resteront en Afrique. Les autres, on leur fermera les portes de l'Afrique. Mais je vous signale, je vous donne un petit chiffre. 40% du PIB de la France vient de l'Afrique. 40%. 40%, la France est environ 2800 milliards d'euros. Enlever 40%. Et c'est ça qui vient d'Afrique. Donc la France, je ne sais pas, se comporte comme un gamin qui a des œufs, qui est allé vendre les œufs au marché, mais commence à jouer. Mais les œufs vont tomber. Et quand un œuf tombe, il fait comment? Il se casse. Afrique Média. Le monde, c'est nous.
tried to get solar before and got denied? Have you been told that you can't afford, don't have the money or don't have the budget to have solar PV? If this is you, listen. La deuxième chose concernant le recul sur la démocratie, comment voulez-vous que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui connaît des problèmes économiques, notre Assemblée nationale n'est pas aujourd'hui au top de son fonctionnement, qu'on vienne imposer aux Ivoiriens un Sénat et que M. Alassane Ouattara dispose que le vice-président, maintenant il le dit, non seulement il crée un poste de vice-président, mais il crée des conditions dérogatoires pour désigner le vice-président. Et en plus, il désigne le tiers des sénateurs. Comment vous pouvez comprendre que le président de l'exécutif nomme des parlementaires? Et je vous ai expliqué tout à l'heure, c'était prémédité par M. Alassane Ouattara pour lui permettre de faire un troisième mandat. Or, la question de la limitation à 2 mandats, d'abord les juristes nous expliquent que M. Alassane Ouattara n'avait pas le droit de le faire sur le plan du droit. Mais lorsque nous avons mis en place la Constitution du 1er août 2000, dans l'esprit, il a été indiqué qu'on ne peut pas faire plus de 2 mandats. Mais M. Alassane Ouattara, qui se permet aujourd'hui de vouloir faire un 3e mandat, pourquoi? Parce que M. Alassane Ouattara est dans une logique de présidence à vie et de patrimonialisation de la Côte d'Ivoire. On va revenir là-dessus quand on voit ce qui se passe sur le plan économique, avec le bradage des richesses de la Côte d'Ivoire. Avec le recul. Mais Monsieur Bamba, tout de même. Monsieur Bamba, oui. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, comme vous l'appelez, et bien sûr son camp, ont quand même un argument de poids qu'ils essayent de présenter. Ils estiment que la Constitution de 2016 remet tout simplement le compteur à 0. Est-ce que cet argument n'est pas valable? Est-ce que cela ne lui permettrait pas, dans ce cas, d'aller donc à ces élections? Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de l'esprit et de la lettre. Nous avons décidé en Côte d'Ivoire que l'esprit de la Constitution, on ne peut pas faire plus de 2 mandats. M. Alassane Ouattara le sait pertinemment. Deuxièmement, les juristes ont expliqué. M. Francis Vaudier, qui est le juriste constitutionnaliste le plus reconnu de la Côte d'Ivoire, l'a indiqué. M. Alassane Ouattara, son ministre de la Justice, l'a également indiqué, puisque la Constitution de 2016 ne met pas les compteurs à 0. C'est très clair. Elle ne peut mettre les compteurs à 0 puisqu'elle a repris la limitation à 2 mandats. D'ailleurs, M. Alassane Ouattara lui-même, dans le respect de cette Constitution, avait décidé de présenter un autre candidat en la personne de feu Amadou Bon Coulibaly. Donc, M. Alassane Ouattara n'est pas du tout, ça a été largement, les juristes l'ont expliqué. Alors, il s'agit d'une violation de la Constitution de la part de M. Alassane Ouattara. Aussi bien en droit que dans l'esprit de la Constitution ivoirienne, aussi bien la Constitution du 1er août 2000 que la Constitution qu'il a imposée en novembre 2016. Et nous considérons qu'il s'agit là d'une haute trahison. Et nous ne sommes pas surpris. Et je viens de vous dire dans quelles conditions M. Alassane Ouattara arrête qui il veut et il embastit qui il veut, dont des élus de la nation. Donc nous ne sommes pas surpris. Voilà ce que je peux vous répondre. Alassane Ouattara n'avait pas le droit, et je ne suis pas le seul à le dire. Aujourd'hui... Une question de Sacha. Sacha? Oui? Voilà, votre question à M. Bamba. Alors, moi, je voulais rebondir sur ce que disait le professeur Bamba Moïferé. Le professeur disait
qu'il n'arrêtait pas, hein, d'accord, de dire non au changement de la Constitution en 2016 en Côte d'Ivoire. Professeur, ne pensez-vous pas que malgré votre opposition, le président Alassane Ouattara sera élu? Il sera élu dans quelles conditions? Vous n'êtes pas sans savoir que toute l'opposition ivoirienne, toute tendance confondue, aujourd'hui, a réussi à se mettre d'accord, ce que nous appelons l'union sacrée. Alassane Ouattara va aller faire le vote avec qui? Nous demandons, nous estimons que M. Alassane Ouattara ne peut pas être candidat. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le Conseil constitutionnel s'est totalement désavoué. Il est désavoué par la justice internationale. Vous n'êtes pas sans savoir que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a indiqué que Laurent Gbagbo et Guillaume Soro doivent figurer sur la liste électorale et doivent être retenus comme candidats. Et vous n'êtes pas sans ignorer que même les candidats qui ont été retenus ont décidé de ne pas aller aux élections dans ces conditions. Et ensemble, nous avons fixé les critères suivants. 1. M. Alassane Ouattara ne peut pas être candidat. 2. Le Conseil constitutionnel doit être dissous. 3. La commission électorale indépendante qui n'est pas réformée, qui est aux ordres de M. Alassane Ouattara, comme les autres institutions, doit être dissoute pour que nous allions à des élections justes, transparentes, inclusives. Et vous n'êtes pas sans ignorer. On va certainement arriver aux solutions et aux conditions à suivre pour Bachir, je voulais revenir sur un point parce que lors de la dernière sortie médiatique du professeur Bamba Moferé, il disait l'opposition vient de sceller l'union sacrée dans l'unité d'action en proclamant la désobéissance. Cependant, le Premier ministre ivoirien, Ahmed Bakayoko, est ministre de la Défense, a fait une sortie samedi dernier à Boisflé, où le chef de l'État ivoirien est en visite d'État. Donc, je me souviens qu'il a mis en garde toute l'opposition contre un appel des manifestations. Monsieur le Président, s'il continue, nous aussi, on va vous désobéir un peu, parce qu'il incite à la violence, à la rébellion et à la désobéissance. A-t-il fait ça au candidat du Rassemblement des eaux-fautistes de la paix, la démocratie, le RHDP, Alassane Ouattara? Parlant de l'opposition, Ahmed Bakayoko s'est voulu menaçant. Si vous lancez un appel et quand, à la fin de la journée, il y a destruction bien privée ou publique, le soir sera devant vos domiciles pour vous apporter note. Vous n'allez pas détruire les biens des autres et dormir tranquillement dans les maisons de l'État. C'est fini, c'est fini. Que pensez-vous de ces paroles du Premier ministre ivoirien, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko? Professeur. Écoutez, je pense que c'est un dictateur au petit pied. Je pense que M. Ahmed Bakayoko n'a pas à attendre que l'opposition, il n'a pas attendu que l'opposition proclame la désobéissance civile pour arrêter arbitrairement les gens, puisque on sait ce qu'il a fait. Il a été ministre de la Sécurité, il est ministre de la Défense. Beaucoup de militaires sont en prison, ils n'ont pas fait de désobéissance civile. Les députés sont en prison. C'est tous les jours que M. Ahmed Bakayoko menace les gens. Et ceux qui sont dans les rues, qu'on appelle les microbes, ils sont au service de M. Ahmed Bakayoko. Ceux qui vont arrêter les
comment dire, les militants de l'opposition, ils n'ont pas parlé de désobéissance civile. Donc, qu'il arrête de raconter n'importe quoi. Vous savez, quand on regarde ce genre d'individus, on a honte pour la Côte d'Ivoire. Parce que ces dirigeants-là ne méritent pas de diriger la Côte d'Ivoire. C'est ça que je peux vous répondre. Alors, la parole à présent est à Amina. Amina, c'est à vous. Juste une question. Amina. Amina, la parole est à vous pour votre question. D'accord. Quand je regarde la situation en Côte d'Ivoire, je vois un peu ce qui s'est passé au Sénégal en 2012. La candidature, le troisième mandat du président Abdoulaye Wade a été contesté, mais bien que contesté, il a été validé par le Conseil constitutionnel. L'opposition avec pratiquement le même discours. Nous allons descendre dans la rue, ça ne va pas passer. Mais finalement, le président Abdoulaye Wade est parti à l'élection présidentielle, même s'il a été battu par le président Macky Sall, vu qu'au deuxième tour, toute l'opposition s'est regroupée autour du candidat Macky Sall. Est-ce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'opposition ne gagnerait pas à se regrouper autour d'un candidat qui remplit toutes les conditions pour être plus pragmatique? Pour compléter la question, Nina, professeur, vu que vous rappelez les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples par rapport au candidat du GPS, Guillaume Soro, et le président du FPI, Laurent Koudou Gbagbo, vous nous faites comprendre que l'opposition réunie est derrière la candidature de Guillaume Kibafori Soro, qui réaffirme sa candidature, ce malgré le refus de la Constitution ivoirienne. Non, je n'ai pas dit ça. En fait, aujourd'hui, le Conseil constitutionnel est désavoué par la justice internationale. Et en droit, la Côte d'Ivoire doit appliquer la résolution prise par la justice internationale. L'exemple qui a été donné tout à l'heure du Sénégal est tout à fait différent de l'exemple de la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans une situation de dictature en Côte d'Ivoire. Des députés sont en prison. Alassane Ouattara met en place un régime fasciste. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous l'avez vu, soi-disant en visite d'État. Mais il est en campagne avec les biens de l'État. Et nous avons fixé nos conditions. Au Sénégal, à l'époque, Abdoulaye Wade n'avait pas caporalisé toutes les institutions. La preuve, Abdoulaye Wade a été battu aux élections. En Côte d'Ivoire, tout est faux. Des élus sont en prison. Alassane Ouattara lui-même n'a pas le droit d'être candidat. La commission électorale est à ses ordres. Le Conseil constitutionnel est à ses ordres. Les listes électorales ont été manipulées par la commission électorale indépendante et est truffée d'électeurs étrangers qui ont été amenés par le parti de M. Alassane Ouattara. Vous comprenez que dans ces conditions, on ne peut pas dire qu'on va à des élections sur cette base. C'est pour ça que nous disons que les élections ne peuvent pas avoir lieu sur cette base. Pour vous dire la vérité, je suis convaincu que Alassane Ouattara ne peut pas organiser des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Nous allons nous battre sur le terrain pour que demain, ce soit une transition démocratique qui organise des élections en Côte d'Ivoire. Donc, je suppose que, professeur, vous avez déjà un plan d'action parce que jusque-là, on est plus dans le débat que dans l'action. Et plus le temps passe, plus on s'approche du 31 octobre. Nous sommes dans l'action. La preuve, l'opposition s'est réunie aujourd'hui. Le plan d'action est prêt. Le plan d'action est prêt. Il y aura des manifestations sur l'ensemble du territoire national et Alassane Ouattara ne pourra pas aller faire des élections pour s'autoproclamer président de la Côte d'Ivoire. Et ça, je suis d'accord avec ce que Guillaume Soro a déclaré. Il n'y aura pas d'élection le 31 octobre en Côte d'Ivoire. Ça, c'est très clair.
Alassane Ouattara ne peut pas arriver à ses fins contre toute la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez aujourd'hui, il en est ce régime. Alassane Ouattara sait qu'il est minoritaire. Regardez son régime. Demandez-lui où est son vice-président. En principe, dans un régime normal, lorsqu'il y a vacance de pouvoir, s'il y a vacance de pouvoir demain en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui va se passer? Le vice-président d'Alassane Ouattara est démissionnaire. Son président du Sénat est à l'étranger. Son président de l'Assemblée nationale est à l'étranger. Son ministre des Affaires étrangères vient de démissionner. Vous voyez que nous sommes dans une situation de hors-la-loi. Alassane est hors la loi. Alors, on retient cette dernière phrase. Nous ne pouvons que faire la désobéissance civile pour l'amener à dégager et pour qu'une transition organise les élections en Côte d'Ivoire. Et c'est vers cela que nous allons. Alors, justement, on va poursuivre avec vous. Vous avez évoqué tout à l'heure la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette Cour qui a d'ailleurs produit quelques ordonnances, notamment deux, concernant les candidatures de Guillaume Kigbafori Soro et du président Laurent Gbagbo. Pensez-vous que l'État de Côte d'Ivoire va respecter ces ordonnances quand on sait quand même que le régime de Alassane Dramane Ouattara a retiré sa déclaration de compétences en avril dernier et de ce fait se désintéresse complètement depuis lors de toutes les décisions de la Cour? Le fait qu'il ait retiré les compétences de la Côte d'Ivoire ne signifie rien, puisque la Cour africaine a indiqué que tous les dossiers qui sont en cours restent valables. Ça, c'est le droit international. Et deuxièmement, que le retrait de la Côte d'Ivoire ne prend effet qu'en 1921, qu'en 2021. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les décisions de la Cour sont applicables. Mais en même temps, cette même cour, Modifié Bamba, cette même Cour n'a pas de moyens de pression pour faire appliquer ces ordonnances. D'où la désobéissance civile. La désobéissance civile, ça veut dire que nous ne reconnaissons plus l'autorité de M. Alassane Ouattara, qui est devenu un hors-la-loi. Mais il a tous les outils de répression en face avec lui. Mais on se souvient qu'en août, il y a eu des morts. Il y a eu des morts entre 15 et 22 selon les sources. Est-ce que cette désobéissance civile, ces manifestations que vous comptez organiser, ce ne serait pas aussi une façon d'envoyer des Ivoiriens à la mort? Non, ce n'est pas nous qui envoyons les Ivoiriens à la mort. Oui. Parce que nous allons faire des manifestations pacifiques. Maintenant que nous avons l'union sacrée, toute l'opposition s'est retrouvée. Donc toute la Côte d'Ivoire va se retrouver. Et donc je ne pense pas que Alassane Ouattara arrivera à bout de toute la Côte d'Ivoire debout. Ce n'est pas possible. Vous savez, lorsque tout un peuple est conscient et déterminé, ben, il arrive forcément à ses fins. Ça, c'est l'histoire des peuples qui le dit aussi. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, je vous dirais que les derniers cadres de l'opposition qui étaient au sein de la commission électorale indépendante d'Alassane Ouattara viennent aujourd'hui même de démissionner et de rejoindre l'ensemble de l'opposition. Ça veut dire que nous sommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire dans une situation inédite. Nous sommes dans une situation inédite. C'est-à-dire que toute la Côte d'Ivoire, tous les fils et toutes les filles de la Côte d'Ivoire se sont retrouvés, toutes composantes réunies. Et vous croyez que M. Alassane Ouattara arrivera à bout de toute la Côte d'Ivoire? Je ne le pense pas. Et nous allons organiser cette désobéissance civile qui va déboucher sur une transition. Parce que Alassane Ouattara ne peut pas organiser des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. C'est très clair. Alors, justement, le pays se trouve aujourd'hui au bord de l'implosion pour dire exactement la situation qui prévaut de ce côté.
Là, du fait de cette candidature d'Alassane Dramane Ouattara, est-il encore possible pour vous, qui êtes quand même un doyen de la lutte, est-il encore possible d'éviter le pire quand on sait que nous avons déjà compté plusieurs morts en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il est encore possible, M. Bamba, d'éviter le pire? Il est possible d'éviter le pire. La solution, c'est que M. Alassane Ouattara recule. Il ne peut pas s'imposer à toute la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Alors pour vous, c'est nous qui sommes les victimes. Mais pour vous qui le connaissez un tout petit peu, est-ce que vous pensez que l'homme Alassane Dramane Ouattara est capable justement de se retirer? Écoutez, on a l'impression aujourd'hui qu'il est devenu un cas clinique. C'est l'impression qu'on a. On a l'impression qu'il est devenu un cas clinique parce que plus il s'affaiblit, plus il devient virulent. Parce qu'on est aujourd'hui face à un régime moribond, à un régime aux abois. Parce que tous ses soutiens s'effilochent. On le voit à vue d'œil. La seule façon pour M. Alassane Ouattara, c'est de reculer. Parce qu'il a face à lui toute la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Vous-même, vous êtes journaliste. Jugez-en vous-même. Il dit qu'il est dans un parti unifié du RHDP. Mais ce RHDP, qu'en est-il aujourd'hui? Il se retrouve là-dedans tout seul. Je viens de vous décrire la... Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre. Mais nous l'avons oublié. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître, et les dictateurs mourront, et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en régiment toute votre vie, et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon, et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes-machines, avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes. Des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. Il est écrit dans l'Évangile, selon saint Luc, le royaume de Dieu est dans l'être humain, pas dans un seul humain, ni dans un groupe d'humains, mais dans tous les humains, en vous. Vous, le peuple, qui avez le pouvoir de créer les machines, le pouvoir de créer le bonheur. Vous, le peuple, en avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir. Il faut tous nous unir. Il faut nous battre pour un monde nouveau, décent et humain, qui donnera à chacun l'occasion de travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse et à la vieillesse la sécurité. Ces brutes vous ont promis toutes ces choses pour que vous leur donniez le pouvoir. Ils mentaient. Ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses. Jamais ils ne le feront. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais ils font un esclave du peuple.
Alors il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous!